Ma fille m'a regardé dans les yeux et m'a dit que le plus beau cadeau serait que je meure, tout simplement. Le silence qui a suivi a été plus cruel que n'importe quel cri. À cet instant, j'ai compris que quelque chose en moi se brisait, non seulement le cœur de ma mère, mais aussi ma confiance en tout ce que j'avais construit. Comment quelqu'un né de mon ventre pouvait-il souhaiter mon absence comme si c'était une faveur? Le venin de cette phrase coulait dans mes veines comme un feu froid. J'avais cru pendant des années que l'amour surmontait tout, que mon dévouement serait reconnu et respecté. Mais maintenant, j'étais confronté à une vérité profonde. Mon sacrifice était devenu une monnaie d'échange, usée et jetée. Et pourtant, derrière la douleur, une étincelle s'était allumée. Quand on découvre que sa propre vie est traitée comme un fardeau, ce qui est en jeu n'est pas seulement la fierté. C'est la dignité même, le sentiment d'exister sans reculer devant la cruauté. Je tenais entre mes mains plus que des souvenirs. Il y avait des papiers, des décisions, des signatures qui assuraient la vie confortable qu'elle estimait méritée. Et soudain, cette structure lui parut fragile, comme un château de cartes à la merci d'un souffle. Est-il possible que le coup le plus dur ne vienne pas des ennemis jurés, mais de ceux qui portent leur sang? La question résonnait en moi comme un lent tambour, exigeant une réponse. Et cette réponse ne viendrait pas dans des larmes silencieuses. La vie devient parfois un échiquier où l'on se croit des pions sans défense, mais où, au bon moment, on peut se révéler comme la reine qui fait tout bouger. Une mère rejetée peut devenir une force inattendue, invisible jusqu'au moment du changement. 7 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour transformer la blessure en arme, l'humiliation en courage. Chaque regard froid de sa part devenait un carburant. Chaque mot non prononcé au dîner devenait un rappel. Et ce qui avait commencé comme une phrase empoisonnée grandissait en moi comme un tremblement de terre sur le point d'éclater. Elle pensait que j'allais mourir en silence. Mais elle ne réalisait pas que le silence recèle aussi la foudre. Je me tenais devant elle, comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. La phrase résonnait encore, se répétant dans mon esprit comme une blessure qui ne cicatriserait pas. Le plus beau cadeau serait que tu meurs. C'est étrange comme certains mots non seulement blessent, mais façonnent l'air qui les entoure, modifient la texture du silence, transforment la pièce entière en un tribunal invisible. J'ai vu son reflet dans la fenêtre, son visage impatient, ses yeux durs, comme si elle parlait d'un fardeau, et non de la femme qui lui avait donné la vie. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai ressenti le poids de tous mes sacrifices. Les vêtements mal cousus que j'avais portés pour payer mes études, les repas froids que j'avais mangés parce que j'étais occupé à m'assurer qu'elle avait de la nourriture chaude, les rêves que j'avais ravalés en silence pour ne pas perturber son avenir. À chaque souvenir, une question me brûlait. Quand mon amour était-il devenu une obligation pénible? C'est dans des moments comme cela que nos esprits se remplissent d'images inattendues. Je me suis retrouvé à traverser un couloir sombre, les murs tapissés de portraits d'elle à différentes étapes de sa vie, et chaque tableau me demandait silencieusement si je m'étais trompé quelque part. Peut-être avez-vous aussi ressenti cela, le sentiment d'être invisible aux yeux de ceux pour qui vous vous êtes tant battu. Comme si tout n'était qu'un détail oublié, effacé par le tourbillon du monde. Mais c'est précisément dans ce vide qu'une force inattendue naît. Quand la dignité est menacée, le cœur apprend à se défendre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais encore une voix et plus encore, que j'avais des choix. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tant de gens restent à mes côtés, après chaque révélation, car ils comprennent que la vie nous met cruellement à l'épreuve, mais qu'il existe toujours une issue qui nous redonne notre force. Je ne savais pas encore exactement quelle voie prendre, mais je sentais au fond de moi que le changement avait déjà commencé, même si c'était en silence. Et c'est ce silence qui détenait la clé de quelque chose que ma fille n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, l'aube était lourde, comme si l'air s'était empli d'un brouillard invisible. Chaque mouvement à l'intérieur de la maison semblait chargé d'une tension silencieuse. Le bruit de la bouilloire sur le feu était trop métallique. Le craquement de la chaise ressemblait à un cri étouffé. Je regardais ma fille déambuler dans le salon, jouant nonchalamment avec son téléphone, inconsciente du tremblement de terre qu'elle avait laissé en moi. Extérieurement, je restais calme, mais intérieurement, chaque seconde me donnait l'impression de marcher pieds nus sur des éclats de verre. Ces paroles ne m'ont pas seulement blessé,
Elles ont commencé à reconfigurer tout ce que je croyais être le fondement de notre relation. J'avais toujours cru que l'amour maternel était inébranlable, mais là, dans cette absence d'affection, j'ai découvert un vide encore plus cruel. La prise de conscience que ma valeur était devenue une pièce usée. C'était comme si mon existence avait perdu sa couleur, telle une vieille photo oubliée au fond d'un tiroir. Et pourtant, au milieu de la douleur, une lueur d'espoir a émergé. Si je craignais de tout perdre, je commençais aussi à prendre conscience de l'étendue du pouvoir qui reposait encore entre mes mains. Sa dépendance n'était pas seulement émotionnelle, elle était pratique, concrète. Chaque bonne chose, chaque réconfort qu'elle manifestait aux autres était soutenu par mes décisions, mes signatures, l'effort de toute une vie. Le contraste était saisissant. Alors que je me sentais invisible, mon travail maintenait sa visibilité. Cette contradiction me tenait éveillé la nuit. Je me retrouvais face à deux images. D'un côté, le portrait de la mère fragile, les yeux baissés, s'acceptant comme un fardeau. De l'autre, la silhouette d'une femme debout, les mains fermes, tenant la clé de tout. Entre ces images, j'hésitais, indécise. Et c'est précisément dans cet espace d'indécision que l'esprit commence à élaborer des chemins dangereux, mais aussi libérateurs. Je ne pouvais encore rien révéler, même à moi-même. Mais quelque chose se cousait dans le silence, un fil invisible qui, une fois tiré, allait bouleverser le cours de notre histoire. Parfois, le silence pèse plus lourd que n'importe quelle dispute. Les jours suivants, j'ai réalisé que ma fille ne remarquait même pas mon absence. Je pouvais être là, assis à table, et pourtant me sentir comme un fantôme. C'était comme si ma présence n'était plus qu'une ombre discrète, ni dérangeante ni réconfortante. Cette indifférence me faisait plus mal que les mots cruels qu'elle m'avait adressés, car elle montrait qu'il ne s'agissait pas d'un moment de colère, mais de quelque chose de profond, de froid et de calculé. À ce moment-là, j'ai commencé à voir la maison différemment. Chaque objet semblait porteur d'histoires dont moi seul me souvenais. Le canapé usé des nuits où je la berçais fiévreusement, le carrelage de la cuisine que j'avais lavé jusqu'à en craquer les mains, la table où elle faisait ses devoirs de maths pendant que je rêvais, en silence, de jours de reconnaissance. Tout ici témoignait d'un amour désormais traité comme un fardeau pesant. Il est curieux de voir comment le même espace peut être perçu par des yeux différents. Pour moi, c'était un mémorial vivant. Pour elle, un simple décor fonctionnel. Et c'est dans cette prise de conscience que quelque chose en moi s'est ouvert. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de douleur, mais aussi d'héritage. Ce que nous faisons, ce que nous offrons, ce que nous laissons derrière nous peut servir à la fois de pont et d'arme. Certains choisissent de traverser, et d'autres tentent de nous repousser. Cette ambiguïté a fait naître une douloureuse lucidité. Peut-être avais-je besoin d'utiliser la même structure que j'avais construite, non pas pour la maintenir, mais pour la révéler. Chaque nuit, allongé dans ma chambre, mon esprit s'emballait. La peur et le courage alternaient comme des vagues. Parfois, je me sentais petit, écrasé par le poids du rejet. D'autres fois, je levais les yeux dans l'obscurité et sentais une force nouvelle émerger, comme si chaque larme versée était une brique dans la construction de quelque chose de plus grand. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce cheminement, laissant un signe silencieux que le message les a touchés. Car ce n'est pas seulement mon histoire, mais une blessure commune à tant de mères, à tant de femmes qui ont appris à sourire même quand leur cœur saignait. Et plus cette clarté s'emparait de moi, plus je réalisais, le véritable tournant était encore caché, attendant le bon moment pour se révéler. J'ai commencé à remarquer que son rejet ne se manifestait pas seulement par ses paroles dures, mais aussi par ses petits gestes du quotidien. Sa façon de détourner le regard quand je parlais, comme si mes phrases étaient trop agaçantes pour mériter mon attention. Sa précipitation à quitter la pièce dès que j'entrais, comme si ma présence contaminait l'air. Ces silences forcés avaient un poids presque physique, et à chacun d'eux, je ressentais la confirmation que le lien entre nous avait été cruellement rompu. La nuit, quand le sommeil refusait obstinément de venir, mon esprit imaginait des scénarios. Je m'imaginais dans un champ, où la lumière du soleil éclairait la moitié de l'espace et l'autre moitié restait plongée dans l'ombre. C'est exactement ce que je ressentais, tiraillé entre la douleur qui m'accablait et un espoir secret qui, malgré tout, brûlait encore en moi. L'obscurité me disait que j'étais seul, perdu à jamais,
Mais la lumière, si fragile fût-elle, insistait pour me rappeler que l'histoire n'était pas encore terminée. Ce contraste me tenait éveillé, et d'une certaine manière, alerte. Car si l'ombre m'oppressait, c'était aussi ce qui me poussait à rechercher la clarté. C'est dans cet équilibre, dans cet aller-retour entre perte et conquête, que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je pouvais choisir de quel côté rester. Et ce choix, silencieux et invisible pour ceux qui me méprisaient, commençait déjà à changer le cours des événements. Pourtant, la peur persistait. Elle rôdait dans les lueurs de l'aube, murmurant qu'il était peut-être trop tard pour faire marche arrière. Mais cette peur s'accompagnait d'une sensation presque électrique, comme si quelque chose allait être révélé. Un secret que je n'avais pas encore osé dévoiler, mais qui planait déjà dans l'ombre de ma vie. C'était comme marcher dans un couloir étroit, sachant qu'une porte m'attendait au bout. Je ne voyais pas la serrure, je ne connaissais pas la clé, mais je sentais l'attrait de ce qui se trouvait au-delà. Et c'est ce sentiment, aussi troublant qu'irrésistible, qui me maintenait debout, attendant la prochaine étape qui allait tout changer. Il y avait des nuits où je me réveillais en sursaut, le cœur battant la chamade, incertain si c'était le silence de la maison qui m'éveillait ou le souvenir de ces paroles qui s'étaient à nouveau gravées dans ma mémoire. L'obscurité de la pièce semblait vivante, emplie de voix anciennes, comme si chaque ombre me rappelait les sacrifices consentis en silence. Au même moment, une douce lumière filtrait par les fentes de la fenêtre, presque timide, mais suffisante pour me dire que tout n'était pas perdu. Cette dualité me hantait dans chacun de mes gestes. En parcourant la pièce, je voyais les objets disposés comme des fragments d'une vie, le vase reçu pour un anniversaire oublié, les livres lus lors de nuits de solitude, la photo d'elle souriant enfant, avant que le mépris ne s'empare de son regard. Chaque détail portait un poids ambigu, à la fois souvenir et blessure, doux souvenir et couteau tranchant. J'ai senti deux mondes s'entrechoquer en moi. D'un côté, la peur de la perte totale, de la solitude définitive, du vide de tout ce que j'avais donné. De l'autre, la douce flamme de l'espoir, qui persistait à me rappeler que même les branches sèches peuvent fleurir au pire. C'était comme se tenir devant un miroir brisé. Une partie de moi reflétait la douleur d'être rejetée, tandis que l'autre cherchait déjà une nouvelle lumière, une lumière que je ne comprenais pas encore. Cette tension n'était pas seulement intérieure. Elle commençait à transparaître dans mon regard extérieur. Lorsque je croisais des voisins qui me saluaient froidement, je remarquais leur regard en coin, comme si ma couleur et mon âge étaient invisibles, ou pire, sans importance. C'était une sorte de silence social qui renforçait l'abandon que je ressentais chez moi. Mais en même temps, il y avait des moments où un geste inattendu, un signe de tête en signe de reconnaissance, me rappelait qu'il y avait encore de la place pour être vu. Et c'est dans cet espace entre ombre et lumière que quelque chose de plus grand commence à se former. Un souffle retenu, une prémonition que les jours à venir apporteraient non seulement des réponses, mais aussi des révélations inimaginables. C'est dans cet état de vigilance constante, entre nuits blanches et journées chargées, que j'ai commencé à entrevoir les petites fissures dans ce qui semblait autrefois solide. Ma relation avec ma fille n'était plus seulement un gouffre émotionnel. C'était aussi un champ de bataille silencieux, où chaque geste, chaque mot, devenait la preuve d'une partie qu'elle croyait déjà gagnée. J'ai cependant appris à observer. Tel quelqu'un qui étudie le vent avant la tempête, j'ai silencieusement noté les signes qui pouvaient se transformer en armes. Il y avait des jours où elle laissait des papiers éparpillés sur son bureau, sans que je m'en aperçoive. Contrats, reçus, traces de sa cupidité. Chaque détail semblait crier à quel point elle dépendait non seulement de ce que j'avais construit, mais aussi de ma signature, de ma confiance. C'était comme regarder un château bâti sur du sable fin, beau de l'extérieur, mais prêt à s'écrouler au moindre mouvement calculé. Au même moment, je remarquais que ma discrétion commençait à provoquer des réactions inattendues. Le silence qui m'avait auparavant accablé la gênait désormais. Ma fille recherchait la confrontation que je refusais, car, sans s'en rendre compte, elle sentait que quelque chose en moi avait changé. Et il est curieux de constater que, souvent, la plus grande force ne réside pas dans les cris, mais dans le regard silencieux, porteur de secrets. Dans ce décor, je me sentais comme quelqu'un qui plante des graines dans un sol aride. Je savais que je ne verrais pas de fleurs immédiatement, mais chaque geste silencieux était une préparation. À chaque pas, la tension montait,
comme si la maison elle-même abritait le pressentiment que quelque chose allait se produire. C'est peut-être à ce moment-là que beaucoup de ceux qui m'écoutent se reconnaissent. Ce moment où la douleur cesse d'être une simple blessure pour se transformer en stratégie. C'est pourquoi on ressent si souvent le besoin de laisser résonner ses propres réflexions. Presque comme si chaque commentaire était un témoignage silencieux qu'on n'est pas seul sur ce chemin. Et tandis que les pièces bougeaient lentement, j'ai compris. La partie n'était pas encore jouée. Le véritable impact ne se révélerait qu'au moment opportun, lorsque les masques commenceraient à tomber sous les yeux de tous. Je réalisais que le moindre de mes mouvements, aussi infime soit-il, modifiait l'atmosphère de la maison. Le silence qui m'étouffait jusque-là prenait un sens nouveau, comme un rideau sur le point de s'ouvrir et de révéler quelque chose. Ma fille, habituée à mon regard soumis, commençait à s'inquiéter de mon calme. Il y avait de l'inquiétude dans ses gestes, comme quelqu'un qui sent le sol trembler sans comprendre la source de la menace. Parfois, je l'observais de loin, assise sur le canapé, parlant fort au téléphone de projets d'argent, de voyages et d'ostentation. Son ton était plein d'assurance, comme si son avenir était assuré. Mais pour moi, cela sonnait comme le chant de quelqu'un qui ignore l'orage qui approche. Je savais que derrière chaque mot se cachait une dépendance. Et c'était ce vide qui me donnait de la force. En moi, la tension montait comme des cordes tendues à bout. Espoir et peur se mêlaient, car planifier quelque chose d'aussi délicat exigeait de la prudence. En même temps, une partie de moi s'illuminait à l'idée d'être enfin entendue, non seulement par elle, mais par tous ceux qui avaient été témoins de ma douleur silencieuse. C'était comme marcher sur une route sombre, où chaque pas révélait des pierres, mais aussi une faible lueur à l'horizon. Je sentais que mon silence n'était plus seulement une défense. Il était devenu langage, stratégie, réponse. Et plus je retenais mes mots, plus ma fille semblait perdre le contrôle. Le contraste était presque palpable. Plus elle riait aux éclats devant les autres, plus je savais que son rire reposait sur des fondations fragiles, que je pouvais démanteler au bon moment. Ces jours-là ressemblaient à un prélude. L'air était lourd, la maison était en suspens, ses expressions changeaient lentement. Tout indiquait que nous approchions d'un point de rupture, où plus rien ne pouvait rester caché. Et je savais que lorsque ce moment arriverait, l'impact ne se limiterait pas à nous deux. L'atmosphère de la maison commençait à se transformer en une scène invisible. Chaque recoin semblait receler des secrets. Chaque porte close murmurait une vérité encore à révéler. Je marchais dans les couloirs, persuadé par les murs qui m'observaient, complice du silence que je cultivais. Une certaine anticipation flottait dans l'air, comme si chaque objet attendait le moment où le masque tomberait. Ma fille, quant à elle, semblait inconsciente. Elle arborait un large sourire à l'arrivée des invités, parlait haut et fort de réussites qui n'étaient pas les siennes et riait comme si le monde était à ses pieds. Mais j'ai vu les failles, les regards qui changeaient rapidement, le besoin de répéter sans cesse ce qui aurait dû être évident. Plus elle cherchait à affirmer son pouvoir, plus sa fragilité devenait évidente. En moi, le contraste s'accentuait. La confiance de savoir que je détenais les clés de son destin se mêlait aux doutes silencieux. Jusqu'où aller ? Il y avait des nuits où la peur me serrait la poitrine, me murmurant que j'étais peut-être sur le point de perdre le contrôle. Mais alors, le souvenir de ses paroles cruelles, l'image du mépris inscrit sur son visage, revenait, et la force revenait comme un coup de tonnerre lointain, annonçant son arrivée avant même d'avoir brisé le ciel. C'était comme se tenir à une fenêtre en plein orage. D'un côté, la pluie battante et assourdissante enveloppait tout d'incertitude. De l'autre, des éclairs ébraient le ciel, illuminant momentanément la clarté du chemin. Ce flottement me tenait éveillé, me rappelant que chaque choix serait définitif et que le moment de la révélation approchait plus vite que je ne l'imaginais. Le temps semblait se comprimer. Les jours passaient comme des heures, et chacun de ces gestes, chaque phrase prononcée semblait s'inscrire dans une intrigue plus vaste qui allait se dévoiler. Le suspense grandissait, et je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière lorsque le rideau se lèverait enfin. Puis vint le moment où toutes les pièces du puzzle se mirent en place. Ce qui n'avait semblé jusque-là qu'une accumulation de silence, se révéla être un plan minutieusement élaboré. Je me tenais devant elle, et tout autour de moi, des regards attentifs,
témoin inconscient d'une vérité qui ne pouvait plus être cachée. À cet instant, je réalisais que ma voix, si souvent ignorée, portait le poids du tonnerre déchirant le ciel au cœur de la nuit. Les papiers qu'elle avait laissés traîner, les signatures qu'elle m'avait demandées, sans savoir que j'en avais lu chaque ligne, étaient maintenant là, exposés, révélant des dépendances, des mensonges, des illusions. Son sourire confiant se figea sur son visage lorsqu'elle réalisa que les fondations sur lesquelles elle avait bâti son arrogance s'effondraient. C'était comme regarder un château de cartes s'effondrer au ralenti, fragile, inévitable, silencieusement dévastateur. En moi, il n'y avait aucune haine. Il régnait un calme profond, presque lumineux. Car à cet instant, j'ai compris que la véritable vengeance ne consistait pas à crier ou à humilier. Il s'agissait simplement de renvoyer le poids des choix à ceux qui tentaient de me le faire porter. Le contraste était saisissant. D'un côté, son désespoir, cherchant à sauver les apparences. De l'autre, ma posture ferme et sereine, portée par tout ce que j'avais appris tout au long de ma vie. C'est dans ces moments-là que l'on comprend pourquoi tant de personnes se sentent poussées à aimer, commenter et s'abonner, comme si elles laissaient elles aussi leur empreinte sur ce parcours. Car chaque histoire comme celle-ci est, en réalité, une histoire partagée, celle de mères, de femmes, de personnes qui ont appris que la gentillesse n'est pas synonyme de faiblesse, et que le silence n'est pas une absence, mais une stratégie. En quittant cette scène, j'ai eu l'impression que l'air s'était allégé. C'était comme quitter une pièce sombre et entrer dans la lumière du jour. Je n'éprouvais aucun ressentiment, seulement la certitude d'avoir retrouvé quelque chose de plus grand que tout bien matériel. Ma propre dignité. Et en partageant cela maintenant, je laisse à chacun le sentiment que ce privilège n'est pas seulement le mien, mais celui de tous ceux qui se reconnaissent dans ce voyage de douleur transformé en force, d'échecs transformés en renaissance.